Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers cette tribune de l'émission L'Heure de Vérité. L'Heure de Vérité, vous le savez donc, c'est cette émission qui traite des sujets brûlants de l'actualité, des sujets donc sociopolitiques, économiques et culturels pour donc éclairer au maximum la lanterne de nos téléspectateurs par rapport bien évidemment aux différentes thématiques. Alors l'émission L'Heure de Vérité ce soir traite de la d'une question d'intérêt national, à savoir l'aménagement de la vallée du fleuve Niger, vous le savez, appelé barrage de Kandaji, un vieux rêve du Niger. C'est cela donc la thématique de ce soir. Alors pour justement décortiquer cette thématique, nous avons autour de la table des invités d'ailleurs, je dirais pas des moindres, pour parler de ce sujet, comme je l'ai annoncé, un sujet d'intérêt national. Alors vous aurez également les différentes rubriques, à savoir la présentation de l'invité principal. Il y aura également donc cette rubrique reportage pour vous faire vivre bien sûr les tenants et les aboutissants par rapport donc à la thématique, des reportages qui vont vous édifier davantage pour comprendre un peu par rapport à la thématique. Et surtout ce soir, nous vous proposons donc des documents qui vont parler de la première phase de ce barrage de Kandaji, mais également de cette table ronde du 30 novembre dernier à Abidjan, vous le savez donc, qui fait d'ailleurs l'actualité pour le moment. Alors vous aurez droit donc à la rubrique citoyenne plutôt, où les téléspectateurs donc vont appeler pour bien sûr poser des questions ou même faire des observations donc par rapport à la thématique, à l'endroit bien sûr de l'invité principal qui est donc sur ce plateau avec nous. Alors on va revenir d'ailleurs par rapport à la présentation de l'invité principal dans le box des journalistes comme prévu. Ils sont là donc avec moi. Il s'agit donc de monsieur Garé Amadou qui nous revient en pleine forme dans son new look. Dani Yazid également là. Alors je les rappelle donc à nos téléspectateurs, la thématique de ce soir c'est bien sûr le barrage de Kandaji, un vieux rêve du Niger. À cet effet donc nous recevons le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji, à savoir monsieur Amadou Haruna. Détail par rapport donc à l'invité principal dans ce portrait. Monsieur Amadou Haruna est un ancien étudiant de l'école des sciences de l'université de Niamey au Niger. Maîtrise en mathématiques en 1984, il est ingénieur génie civil diplômé de l'université de Sherbrooke, Canada, titulaire d'un master spécialisé en management par la qualité et d'un certificat supérieur en économie des transports de l'université Lyon 2 en France. Monsieur Haruna Amadou a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, principalement dans la planification, la gestion, la construction et l'entretien des infrastructures. Au ministère de l'Équipement au Niger, il a occupé plusieurs postes de direction après avoir été consultant en infrastructure. Il est recruté à la commission de l'UEMOA où il a travaillé pendant plus de 12 ans comme directeur de l'aménagement du territoire communautaire et des infrastructures. Le 21 mars 2013, il est nommé haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger, Kandaji, à la présidence de la République du Niger, poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination le 30 juin 2017 comme directeur général de l'agence du barrage de Kandaji. Voilà, messieurs, dames, pour ce qui est de l'invité principal que d'ailleurs nous allons retrouver. Alors, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Surtout, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'émission L'Heure de Vérité pour parler, je l'ai dit donc, de cet important ouvrage pour le Niger, un vieux rêve qui date en tout cas maintenant plus de 50 ans. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, avec tout ce qu'on a connu comme péripéties autour justement de ce barrage de Kandaji, aujourd'hui les Nigériens en tout cas peuvent se permettre justement de bien rêver et que ce rêve va être bientôt donc, je dirais,
serait matérialisé. Alors avant peut-être de revenir par rapport à tous ces détails, nous allons parler justement de ce barrage de Kandaji qui a une histoire. Merci M. Moustapha de l'occasion que vous me donnez pour parler une fois de plus de ce programme Kandaji. Alors, parlant de son histoire, je vais tout simplement, vous l'avez dit, hein, c'est un vieux projet. Les premières études datent des années 70. Il y a eu beaucoup d'études sur ce projet-là. Il y a la volonté de le réaliser existait depuis longtemps. Mais bon, le programme a été confronté à un certain nombre de difficultés. Il faut le dire, hein, dans les années 70, les années 80, jusqu'aux années 80, les partenaires qui doivent accompagner la mise en œuvre d'un tel projet n'étaient pas très favorables, il faut le dire, à ce genre de programme qu'ils trouvaient un peu trop ambitieux et pour les capacités du Niger à l'époque. Alors, il faut dire que chemin faisant, il y a eu, on va dire, un changement de paradigme, puisque les bailleurs de fonds tiennent compte un peu de la dégradation de l'écosystème du fleuve Niger et d'un certain nombre de paramètres sont donc, surtout aussi avec la démarche que le gouvernement avait entreprise. On est revenu, en tout cas dans les années 2000, à pouvoir concevoir un programme vraiment qui, cette fois-ci, a eu l'adhésion des partenaires. Ce qui a permis donc d'organiser un certain nombre de tables rondes. Et dans les années 2008, à Jeddah, une table ronde des bailleurs de fonds a pu se tenir, qui a permis de mobiliser de l'argent, en tout cas pour pouvoir aller de l'avant dans la mise en œuvre du programme. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement à l'époque, le financement n'était pas bouclé, mais la conception a été faite en phase pour permettre de démarrer. Et donc jusqu'en 2010, on va dire à peu près 130 milliards de francs CFA avaient été mobilisés, ce qui a permis de lancer le génie civil du barrage. Je dois ajouter qu'il s'agissait que du génie civil du barrage qui avait été lancé. Volet, et non tous les autres volets, même la centrale et puis la ligne de transport, tout ça, les financements n'étaient pas acquis. Et malheureusement, le marché avait été attribué donc à une entreprise ZVS qui n'a pas pu, après 2 ans de délai, n'a pas pu réaliser des travaux. Le gouvernement donc a dû résilier le contrat. Et donc, en résiliant le contrat, le gouvernement avait pris l'engagement, en tout cas, de prendre toutes les dispositions pour démarrer cette fois-ci sur de nouvelles bases. Je dois dire que les partenaires étaient en accord avec le gouvernement dans cette question de résiliation-là. Ils ont fortement soutenu le gouvernement dans cette démarche-là et un audit a été réalisé qui a permis de revoir même l'allotissement, la conception globale du projet. Et une autre table ronde avait été organisée à Vienne qui a permis de mobiliser le financement complémentaire, en tout cas une bonne partie du financement complémentaire, ce qui fait que on a pu mobiliser jusqu'à 511 milliards de francs CFA, qui peut permettre cette fois-ci de lancer le projet vraiment dans sa conception, sa nouvelle conception. Et voilà donc très rapidement l'histoire de ce projet-là. Oui, alors en 2011, il y a eu un autre départ. Alors parlez-nous un peu de ces signatures, parce qu'il y a eu de nouveaux accords avec des nouveaux partenaires. Parlez-nous un peu de cette étape aussi, avant d'arriver justement à la première phase que vous avez exécutée par rapport aux travaux. Oui, je disais ça tout à l'heure, jusqu'en 2011, avant 2011, c'est vraiment 130 milliards qui ont été mobilisés. Essentiellement, c'était la BAD qui était le chef de file, et il y avait la BID et puis certains fonds arabes, notamment le fonds saoudien, le fonds de l'OPEP, la BIDC aussi, et puis la BOAD. Donc ce sont ces bailleurs-là qui avaient lancé le processus. À partir de 2011, en 2012, la Banque mondiale est rentrée dans le projet. La Banque mondiale est rentrée dans le projet, l'AFD est rentrée dans le projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de ces bailleurs de fonds initiaux, aujourd'hui nous avons un total d'à peu près 11 bailleurs de fonds qui accompagnent la mise en œuvre de ce programme-là. Oui, parlons cette fois-ci des autorités de la 7e République, il faut le dire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce vieux rêve va sans doute se réaliser avec bien sûr le concours ou la volonté politique
des autorités de la 7e République, mais également vous qui travaillez nuit et jour, en tout cas avec ce projet au niveau de l'agence. Alors, quel est votre mot justement par rapport à cet engagement, cette volonté surtout des autorités de la 7e République? Oui, bon, déjà, la volonté politique, hein, elle est ferme et, comme l'a dit la dernière fois la ministre du Plan, les plus hautes autorités, n'est-ce pas, on va commencer par le président de la République lui-même et son Excellence le Premier ministre aussi, qui a pendant longtemps été le président du comité de pilotage même du programme de Kandaji. C'était lui-même la personne qui dirigeait le comité de pilotage. Et donc, ces hautes autorités-là suivent de très près l'avancement de ce projet-là. Et aujourd'hui, on peut dire que cette forte volonté politique, avec l'adhésion forte des partenaires, avec également l'adhésion des populations impactées, les premières populations impactées, tout ça, en tout cas, avec l'engagement de son Excellence le Président de la République, je pense que des bases solides ont été posées aujourd'hui pour que la réalisation de ce barrage-là soit concrétisée, soit effective. Voilà, on va revenir à nos confrères, sans doute, qui ont déjà l'eau à la bouche. Ouais. Voilà, Gary. Oui, donc moi j'ai une première question. En fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Le barrage de Kandaji, sa réalisation, qu'est-ce que ça va changer pour les populations? Bien, le barrage de Kandaji, pour la région d'abord et pour le pays, et même, on va dire, pour la sous-région, parce qu'il y a un impact aussi dans les autres pays. Alors, il y a trois dimensions essentiellement pour ce barrage-là. La première dimension, c'est la sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger. Vous savez, je l'ai dit souvent, quand vous regardez aujourd'hui le fleuve Niger, il y a des périodes de l'année quasiment à Niamey où on peut traverser le fleuve à pied. Effectivement, on l'a vu. Et quand vous prenez la ville de Niamey, déjà rien que la ville de Niamey, elle prend pour l'essentiel tous ses besoins en eau de ce fleuve-là. Pour l'essentiel en tout cas. Alors, la construction du barrage va permettre d'avoir une retenue d'à peu près 1,5 milliard de mètres cubes qui permettra de réguler le fleuve et d'avoir un débit d'étiage de 120 mètres cubes secondes au niveau de la ville de Niamey. C'est-à-dire même pendant la période d'étiage, vous avez 120 mètres cubes secondes. Donc les besoins en eau déjà va être solutionné. Il va permettre également de faire de l'irrigation et puis de vraiment faire l'agriculture. Nous envisageons d'aménager 45 000 hectares. 45 000 hectares qui doivent permettre en tout cas de contribuer fortement à l'initiative de troisième les Nigériens et permettre évidemment de nourrir les Nigériens. C'est plus de 150 000 tonnes de riz par an qu'on doit pouvoir faire avec la réalisation de Kandaji. Ensuite, il y a la question de l'énergie. Vous savez dans quelle situation nous sommes aussi dans la question de l'énergie. La construction de l'orage de Kandaji va permettre d'avoir de l'électricité à bon prix. Parce que c'est l'énergie propre, comme on dit, qui est faite avec de l'eau. Donc, qui va permettre de contribuer à résorber quand même cette facture énergétique pour le Niger. Voilà, Dani, ça donc, ma première question, monsieur le directeur, je voudrais savoir quels seront les rapports entre le barrage et la Nigélec une fois que le barrage sera réalisé. Connecté. Bien, tout à fait. Nous sommes en train de travailler un peu sur... nous avons une étude en cours actuellement. Ce qui est sûr, c'est que Nigélec reste avec ses prérogatives. Nigélec, elle a le monopole du transport, elle a un certain nombre de monopoles qu'elle a. Nous, actuellement, nous faisons le développement du projet. Je dois rappeler que dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre du programme, le Haut Commissariat au barrage de Kandaji a été transformé aujourd'hui pour être une agence. Donc c'est une agence qui va non seulement faire le développement du projet, c'est-à-dire construire le projet, et qui va gérer le patrimoine plus tard. Et donc cette question de gestion du patrimoine et la structure de gestion de la centrale et tout ça sont en train de faire l'objet d'une étude qui va pouvoir déterminer avec précision l'option la meilleure pour pouvoir le faire. Mais dans tous les cas, Nigélec reste avec ses prérogatives de votre là pour pouvoir gérer la question de l'électricité. Voilà, monsieur le DG, on va parler cette fois-ci de ce barrage dans son volet social. On sait qu'il y a une campagne de réinstallation que vous avez déjà débuté, la première phase. Alors, parlez-nous un peu de cette phase, comment vous l'avez menée et à quel niveau aujourd'hui vous êtes. Oui, merci. Cette question est extrêmement importante parce que, bon, c'est vrai que je l'ai dit aussi souvent, quand on parle de Kandaji,
les Nigériens sont fixés surtout sur la question de l'ouvrage, la construction du barrage. Mais or, le grand défi de Kandaji, c'est justement la question de la mise, on va dire de façon générale, la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, et plus précisément la réinstallation des populations. C'est environ 60 000 personnes qu'il faut déplacer. Je pense que dans la sous-région, et même en Afrique, en tout cas du côté de tous les bailleurs de fonds qui nous accompagnent, ils ne connaissent pas un projet de cette envergure-là en termes de réinstallation des populations. Pour faire simple, il faut comprendre que la ville d'Ayourou doit être déplacée. Nous avons 26 villages à déplacer. C'est énormément de personnes à déplacer. C'est vraiment énorme. Et pour y arriver, nous avons fait 2 vagues. La première vague, c'est les populations qui sont installées sur le site, là où nous devons construire le barrage. Et les populations qui vont être impactées pendant la construction du barrage. Parce que quand vous faites un ouvrage sur char-là, vous êtes obligé de faire des bateaux pour dévier l'eau. Et vous avez des gens qui sont dans des îles et autres là qui peuvent être impactés. Donc ce premier groupe-là est estimé à peu près à 8000 personnes ont été déplacées. C'est le village de Kandaji, Sanguile et autres là, ces villages-là ont été déplacés. Alors, quand on parle de déplacement des populations, il faut comprendre que ça a un coût énorme. Effectivement. Il faut comprendre également que c'est un exercice très difficile. Parce que comme je l'ai dit souvent, construire le barrage, ce n'est pas le plus compliqué. On sait le faire. Il faut avoir une bonne entreprise, il faut avoir un bon bureau d'études, il faut avoir un contrôle. Ça se gère. Mais ça, c'est des hommes qu'il faut gérer. C'est très compliqué. Les gens qui sont restés dans des sites pendant des siècles, qu'il faut venir déplacer pour partir. Et il faut les mettre dans des conditions meilleures à là où ils étaient avant. Alors, pour la première vague, c'est à peu près 38 milliards de francs CFA que ça a coûté. Ça comprend quoi? Il faut déjà aménager, nous avons aménagé 2000 hectares pour pouvoir les dédommager. Parce que c'est des gens qui travaillent au bord du fleuve. Effectivement. Donc 2000 hectares ont été faits pour pouvoir les dédommager. Il faut construire leur maison. Il faut reprendre tout ce qu'il y a comme infrastructure communautaire, les écoles, les dispensaires, les mosquées. Il faut en même temps créer des conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir faciliter leur nouvelle insertion, pour qu'ils puissent vraiment travailler et se retrouver dans des conditions meilleures. Alors ce premier groupe-là a été déplacé. Quand il a été déplacé, nous avons fait un audit de ce déplacement-là pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout pour pouvoir aussi mieux faire la deuxième vague. Parce qu'elle, c'est 50 000 personnes qu'il faut déplacer. Elle est beaucoup plus importante. Elle concerne Ayourou, par exemple, elle concerne beaucoup. Donc, dans les 38 milliards, initialement c'était 30 milliards, puis après, quand l'audit a été fait, on a compris qu'il fallait ajouter d'autres choses, par exemple, électrifier les nouveaux sites, aménager tous les nouveaux sites là pour pouvoir faire. Donc ça c'est fait. Maintenant, la deuxième vague, on vient de boucler. Et l'objet de la table ronde qu'on a eu, vous en avez parlé tout à l'heure là, à Abidjan, c'était justement sur le financement de cette deuxième phase-là. Il fallait d'abord recenser les populations, savoir combien elles sont, estimer leurs biens, à faire des consultations publiques, discuter avec elles sur les options qui ont été choisies pour pouvoir les dédommager. Et tout ça a été estimé. Et c'était un montant assez important pour pouvoir faire rien que cette deuxième vague. Il faut ajouter qu'en plus de ce qui est fait directement aux populations, il y a aussi un plan de développement local qui est mis en œuvre pour pouvoir, en tout cas, développer la zone pour que les gens retrouvent assez facilement leurs conditions de subsistance. Alors, l'estimation pour la deuxième vague-là était aux alentours de 300 milliards de francs CFA. C'est costaud. C'est beaucoup d'argent quand on a fait l'estimation, quand on a fait tous les trucs. Bon, seulement chemin faisant, et tenant compte un peu de ce qui a été fait à la première vague, cette grosse vague-là, nous allons la faire en 2 phases elle aussi. Voilà. Donc il y a ce que nous appelons le plan d'action de réinstallation de la population, la deuxième vague, et B, et maintenant le A et puis le B. Le B, c'est en fait, on reviendra peut-être tout à l'heure quand on va parler de côte, parce que ça dépend de la hauteur du barrage. Et la deuxième vague, donc la côte 228, qui elle va concerner également le Mali, parce qu'au Mali aussi on sera obligé de déplacer des populations. Actuellement nous avons recensé plus de 2000 personnes qu'il faut déplacer du côté du Mali, et des villages qu'il faut faire le même exercice qu'on fait ici, on doit le faire du côté du Mali. Donc schématiquement c'est un peu ça.
Nous avons donc estimé tout ça là, nous avons fait cette table ronde des bailleurs de fonds qui a été un franc succès. Effectivement, on avait parlé, on a avec les chiffres d'ailleurs. On est parti pour chercher 433 millions de dollars. Nous avons pu mobiliser entre 436. Évidemment, maintenant, comme toutes nos félicitations pour ça, on va revenir. Maintenant, le débat est devant, il faut aller concrétiser tout ça là assez rapidement pour que nous puissions aller de l'avant. Mais je dois dire qu'en parlant de la réinstallation étant quelque chose d'extrêmement important, n'oublions pas aussi quand même que le génie civil est important, parce que c'est cela l'ouvrage aussi. Et donc l'idée pour nous, c'est de mener ces deux chantiers-là en même temps. L'idée, c'est de pouvoir, maintenant, comme on a pu déplacer les populations du premier groupe, ceux qui sont sur le site, nous commençons les travaux. Et pendant que nous faisons les travaux, nous continuons à déplacer les populations de la deuxième vague. C'est-à-dire celle-là qui va être impactée quand le barrage va être mis sous eau. Et donc, celle-là, nous sommes en train de travailler en même temps. L'idée, c'est de pouvoir arriver 6 mois avant la mise en eau du barrage, qu'on ait déplacé tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que je l'ai dit aussi souvent, vous savez, quelque part, heureusement que l'entreprise russe n'a pas été efficace. Si elle avait été efficace, aujourd'hui, on aurait pu finir le barrage, mais on serait à le regarder. Parce que les populations n'ont pas été déplacées. Pas été déplacées, tout n'a pas été fait, ce qui fait que c'est... Voilà. Donc, toute la problématique de Kandaji, c'est cette question de réinstallation. En tout cas, merci, monsieur le directeur général, pour vraiment tous ces éclairages par rapport donc à ce volet réinstallation donc des populations autour du barrage de Kandaji. On va aller d'ailleurs voir justement tout le travail qui a été abattu par le gouvernement du Niger, par bien sûr toutes ces équipes techniques qui travaillent donc autour du projet Kandaji dans cette localité du Niger. On va voir donc tout le travail donc qui a été fait par rapport donc à cette première phase. C'est un reportage donc signé nos confrères de la télévision nationale. Aujourd'hui, cela fait presque un demi-siècle que les autorités nigériennes se sont engagées pour la réalisation d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Niger. Kandaji est le village qui accueillera cet important ouvrage pour le peuple nigérien qui, à travers les autorités et bon nombre de partenaires, ont déjà consenti d'énormes efforts, dont entre autres la réinstallation des populations qui doivent être déplacées pour une première vague. Ce processus de déplacement involontaire qui a démarré en 2012 a concerné 3 villages administratifs, Kandaji, Aslamé et Sanguilé, soit 774 ménages avoisinant les 7000 personnes. Et actuellement, plus de 30 milliards de francs CFA ont été injectés pour les pertes des biens capitaux, la compensation pour perte de production agricole, les infrastructures, l'alimentation en eau potable, la réalisation des périmètres irrigués de 2000 hectares, des infrastructures de base. Ces ruines étaient les anciens sites de ces 3 villages. Aujourd'hui, les populations se réjouissent de l'amélioration de leurs conditions de vie. aginki jingalande e do foni gane haro de tsende do haro iya ka ruga tilse wo kul tonteneno il gorio non en mandia tali. Si le niveau site c'est un peu plus que modéré que dans l'île. Déjà si on prend sur le plan scolaire, on avait 6 classes dans l'île, ici on a 12 classes. Sur le plan sanitaire, on a le CSI type 1, maintenant c'est type 2. Il y a un centre de formation pour les femmes. Au niveau de l'île, on boit l'eau du fleuve. Mais maintenant, on prend l'eau potable. On a amélioré notre condition de vie maintenant. Notre sujet, c'est de voir l'installation du barrage. Une seconde vague de déplacement concerne les populations situées dans la zone qui sera inondée après le remplissage du réservoir du barrage.
Environ 50 000 personnes seront touchées par cette action, dont une très grande partie des 16 villages administratifs des communes d'Ayoru, y compris une grande partie de la ville d'Ayoru elle-même. Et pour ce faire, le chef de canton a donné sa parole d'honneur pour cette noble cause. Nous sommes pour le barrage. La réalisation de ce barrage nous tient beaucoup à cœur. Parce qu'il y a eu une mission ici, où il y avait eu près de tous les chefs de canton et les chefs de groupement de la région de Tillabéri. J'ai donné la parole d'honneur de la population d'Ayoru. Nous sommes pour le barrage. L'engagement politique y est, il est perceptible à tout point de vue au plus haut sommet de l'État. Cette deuxième opération requiert d'énormes moyens financiers. L'État à lui seul ne peut pas supporter ces charges, d'où cet appel du directeur général de l'agence du barrage de Kandaji à l'endroit des bailleurs de fonds, des partenaires financiers et amis du Niger. La deuxième phase va concerner environ 50 000 personnes. Je dois dire que pour la première phase, nous avons eu l'accompagnement des partenaires. Il y a eu aussi surtout l'effort interne. Parce que en tout ce qui concerne l'indemnisation des populations, les bailleurs de fonds ne prennent pas. C'est l'État du Niger qui a mobilisé cet argent-là. Donc c'est l'État nigérien vraiment des efforts pour la première vague pour pouvoir dédommager les populations. Les partenaires nous ont accompagnés surtout pour la réalisation des aménagements hydro-agricoles. Ils nous ont accompagnés pour la construction des infrastructures communautaires. Et ça, c'est ça, donc vraiment, ils nous ont accompagnés pour ça, pour la première vague. Pour la deuxième, on dit au stade de recherche de financement, on va dire. Parce que nous avons fait tout le travail préalable. C'est-à-dire qu'il y a eu le recensement des populations, on a recensé leurs biens, on a évalué tout combien il nous faut comme école, comme dispensaire, en tenant compte des normes nationales évidemment, combien de dispensaires, combien de classes, et les aménagements, combien d'hectares qu'il faut aménager. Tout ça a été fait. Nous avons un rapport aujourd'hui qui vous précise exactement vraiment ce dont on a besoin pour faire. Évidemment, tout ça, on l'a fait en tirant les leçons de la première vague pour bien réussir cette deuxième vague-là. Et comme je l'ai dit, il y a toujours l'effort interne que nous sommes en train de faire, mais cet effort interne aussi, il donne un signal fort à nos partenaires pour continuer à avoir le tout. En tout cas, aujourd'hui, les bailleurs de fonds sont en train de voir que du côté du gouvernement, en tout cas, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Le cadre institutionnel a été revu, un certain nombre de dispositions ont été prises. Certains actes réglementaires, tout ce que le gouvernement doit faire comme acte pour faciliter la réinstallation est fait. On a modifié une loi pour ça, on a respecté, vraiment tout est en train d'être pris en charge par le gouvernement. Maintenant, donc, et ça motive un peu les partenaires, je pense, à continuer leur appui. Donc nous leur lançons une fois de plus un appui pour vraiment la prise en charge de cette question de réinstallation des populations de la deuxième. Il y a de quoi lancer cet appel car la réalisation de cet ouvrage très vital au peuple nigérien contribuera à la régénération des écosystèmes fluviaux, à la production de l'énergie électrique et à la mise en valeur agricole de la vallée du Niger. Bref, ce barrage contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans un pays enclavé comme le Niger. Voilà, donc vous avez suivi avec nous un travail considérable donc a été abattu sur le terrain avec d'ailleurs la satisfaction en tout cas des populations, vous l'avez vu, et le mot aussi je dirais du chef de village de Ayoru en tout cas qui donne je dirais sa parole pour ce barrage de Kandaji. Alors on va revenir au studio avec nos journalistes invités qui ont donc sans doute d'autres séries de questions. Oui, monsieur le directeur, j'ai une question concernant justement l'adhésion des populations au projet. On voit bien que la population était acquise depuis le début à la réalisation de ce barrage de Kandaji. La population était prête à être déplacée. Comment avez-vous procédé pour que ces populations-là puissent... Voilà, donc vous l'avez suivi avec nous, un travail considérable donc a été abattu sur le terrain avec d'ailleurs la satisfaction en tout cas des populations, vous l'avez vu, et le mot aussi je dirais du chef de village de Ayoru en tout cas qui donne je dirais sa parole pour ce barrage de Kandaji. Alors on va revenir au studio avec nos journalistes invités qui ont donc sans doute d'autres séries de questions. Oui, monsieur le directeur, j'ai une question concernant justement l'adhésion des populations au projet.
On voit bien que la population était acquise depuis le début à la réalisation de ce barrage de Kandaji. La population était prête à être déplacée. Comment avez-vous procédé pour que ces populations-là puissent être vraiment en phase avec ce projet-là? Bien, déjà, il faut dire que bon, c'est d'abord la communication. Hein. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'explications sur le projet depuis toujours. Hein. Je pense que des années, les populations ont été sensibilisées. La préoccupation des populations